Cet après-midi, nous avons eu le nouveau live de la version 6.7 avec tout ce qui s'ensuit, nouveau trailer, annonce des événements et bannières, sortie de Sandrone et j'en passe. On va faire un petit récap sur toutes les nouveautés ou pas que cette version va vous proposer et vous aurez bien évidemment un timecode pour pouvoir aller aux parties qui vous intéressent. Alors, pour commencer, voilà les 3 codes Primogem à entrer en jeu avant le lundi 22 juin à 6h, Marionnette, To The Moon et Tea Party Time. Chacun vous rapporte 100 Primogem comme d'habitude, donc pensez à bien le faire en jeu, et si vous le faites via l'interface officielle de Yoverse, pensez toujours à vérifier que le lien corresponde bien à leur domaine avant de vous connecter. Et sur ce, passons à la suite. Cette nouvelle version 6.7 proposera l'arrivée de Sandrone en phase 1, accompagnée de Citlali et d'une bannière un peu spéciale, qui ressemble aux bannières Nostalgie et qui partagera sa pitié avec. Elle est nommée Light Race Wish et contiendra tous les personnages concernés par le buff de réaction stellaire. Donc on aura Ryo, Sinnoh, Yae, Chi-Chi et Mizuki. Donc alors, pour rappel, si vous invoquez sur cette bannière et que vous perdez votre 50-50, vous obtiendrez un personnage parmi les 4 que vous n'aurez pas sélectionné. On aura également leurs armes signature respectives et la lame de la voûte d'azur pour Chi-Chi. C'est pas la bannière de l'année, mais à la différence de la bannière nostalgie de Mondstadt, ici on se retrouve avec certains personnages qui peuvent avoir de la valeur, je pense notamment à Yae Miko dont on peut facilement récupérer une constellation via le chemin, et qui semble très bien fonctionner avec Sandrone en 6.7. Pour le reste, Chi-Chi et Mizuki sont perma, Ryo reçoit un buff relativement anecdotique à l'heure actuelle en 6.7, et Sinnoh devient agréable à jouer, mais ses performances laissent encore un peu à désirer. Donc pourquoi pas invoquer, mais seulement si vous appréciez les persos. En phase 2, nous aurons Colombina avec Raiden Shogun, Colombina qui a toujours un grand intérêt aujourd'hui et fit dans pas mal de teams, notamment avec Inefa, mais sa valeur peut vite baisser sans elle, Linnea ou Loma. Au cours de cette version, le personnage introduit sera Sandrone. Elle est le premier personnage qui introduit la mécanique de réaction stellaire, ses dégâts se basant fondamentalement dessus. Son gameplay se rapproche un peu de celui de Neuvillette tout en étant quelque peu plus limité. Pour faire court, lorsque vous appuyez sur la compétence élémentaire, Sandrone passe dans un état qui transforme son attaque chargée en visée. Cette visée provoquera des tirs cryo continus et des rayons infligeant des dégâts de supraconduction stellaire par intermittence jusqu'à surchauffe du robot qui l'accompagne. Notez qu'en C0, vous pouvez déclencher jusqu'à 3 réactions stellaires avant la surchauffe, limite qui est retirée par la constellation 1, vous pourrez ainsi faire jusqu'à 6 tirs avant la surchauffe. Une fois la surchauffe atteinte, vous ne pourrez plus faire de dégâts de réaction, ce qui est dommage vu que cela représente une énorme partie de ces dégâts. Il faudra alors simplement sortir de l'état de visée en appuyant sur votre E une première fois, puis appuyer une seconde fois pour réinitialiser la jauge de surchauffe. Son déchaînement élémentaire inflige quelques dégâts cryo avant de faire une grosse ligne de dégâts de réaction stellaire. Pourquoi pas, c'est pas bien long et ça fait quelques dégâts bien appréciables dans une rotation. Le gameplay est assez fun et facile à prendre en main, par contre le système de surchauffe, bien que ça fasse écho au moment où Neuville s'est arrêté pendant son attaque chargée, peut vite paraître assez frustrant étant donné que ça arrive très vite en C0. Comme mentionné plus tôt, cette version apporte quelques buffs dans ses personnages cryo et électro, notamment via la mécanique de réaction stellaire et donc l'état de radiance, mais pas que. Il y en a beaucoup, donc on va essayer d'aborder les personnages un par un, sans rentrer dans les détails et en ignorant les modifications qui ont été faites sur leur constellation. Pour chaque personnage, on va voir les buffs avec et sans réaction stellaire, et on commence tout de suite avec Sinnoh. Alors, dans le cas de Sinnoh, lorsque vous utilisez sa compétence élémentaire et que vous êtes déjà sous ulti, la durée de l'ulti augmente de 4 secondes. Si vous n'étiez pas sous ulti, par contre, vous passez dans l'état de l'ultime pendant 6 secondes. Vous aurez à peu près le temps de faire un E spécial pendant ce laps de temps. Si par contre Sinnoh est sous état de radiance, faire un E au bon timing pendant son ultime va doubler le scaling attack des 3 éclairs qu'il déclenchait auparavant. Ces éclairs feront désormais des dégâts de supraconduction stellaire et leurs dégâts seront augmentés de 600% de son EM grâce à son passif. Ryo, quant à lui, ne reçoit que des buffs qui nécessitent l'état de radiance. Donc, son passif qui augmentait son attaque est transformé en un passif qui, lorsqu'il est sous 60% de ses HP, lui accorde une attaque chargée qui ne consomme pas de stamina et heal 30% de ses HP. A noter que les dégâts de cette attaque chargée seront considérés comme réaction de supraconduction stellaire. Les attaques normales 2 et 5 lorsqu'il est sous compétence élémentaire voient leurs dégâts de base réduits mais deviennent en contrepartie des dégâts de supraconduction stellaire. De plus, grâce à son passif, Wriothesley va gagner 30% de dégâts sur ses réactions de supraconduction stellaire. Yae Miko est probablement la plus intéressante de tous les buffs. Sans réaction stellaire, les totems ne sont plus détruits à l'utilisation d'ultime, et si 3 totems étaient déjà présents lorsque vous appuyez sur son E, il y aura une instance de dégâts supplémentaire de 40% de son attaque. Cependant, lorsqu'elle est sous état de radiance, cet effet devient 50% et est considéré comme réaction de supraconduction stellaire. Si une réaction de supraconduction stellaire est activée, le prochain tic de dégâts de ces totems est augmenté de 80%, donc on parle de motion value. On passerait au niveau 10 de 170 à 250%. Et en plus de ça, un hit supplémentaire viendrait et infligerait 200% de son attaque en dégâts de réaction stellaire.
Donc on voit là qu'ils ont vraiment augmenté le potentiel de dégâts de Yae, et c'est pas fini parce qu'en plus elle reçoit une bonne partie des buffs sur les constellations également. On va pas les traiter ici, mais sachez que le perso devient très intéressant, notamment à comboter avec Syndrone. Chi-Chi devient également intéressante dans le sens où elle reçoit quelques buffs. Alors sans état de radiance, son héros de gifre fait des dégâts synchronisés maintenant, et le cooldown de sa compétence est divisé par 2, donc elle pourra le boucler en fait. Par contre, lorsqu'elle est sous état de radiance, elle reçoit 3 buffs de plus, donc son ultime fera une instance de dégâts supplémentaires considérée comme réaction stellaire. Son E, lorsqu'il touchera un ennemi, aura 100% de chance d'appliquer le talisman pendant 6 secondes, avec un cooldown de 15 secondes au lieu de 30 auparavant. Et enfin, elle buff de 50% les dégâts de dispersion cryo et de supraconduction normale ou stellaire. Donc on voit là le potentiel de support pour son drone. Mizuki, quant à elle, ne reçoit que des buffs qui ne nécessitent pas l'état de radiance, donc lorsqu'elle est sous l'état de sa compétence élémentaire, toutes les 2,5 secondes, si elle déclenche une dispersion, sa prochaine attaque aura des dégâts augmentés par 1000% de son EM. Accessoirement, tous ses teammates reçoivent un buff de EM de 10% de l'EM de Mizuki. Diona, pendant 20 secondes après son E, si vous avez déclenché une réaction de supraconduction normale ou stellaire ou une dispersion cryo, elle relancera 3 griffes supplémentaires qui ne pourront générer ni particules ni boucliers. Notez que ses HP augmenteront de 25% en C6, et lorsqu'elle est sous état de radiance, buff les réactions de dispersion cryo et de supraconduction de 40%. Enfin, dans le cas de Beidou, lors de sa compétence élémentaire maintenue, elle accumulera des stacks par elle-même toutes les 0,8 secondes sans forcément se faire attaquer. Une fois son E relâché, pour chaque stack accumulé, Beidou va récupérer 8 points d'énergie et baisser le cooldown de son E de 4 secondes. Et finalement, lorsqu'elle est sous état de radiance, tant que son ultime est activé, le personnage on-field gagne 200% de maîtrise élémentaire et la résistance cryo des ennemis est réduite de 15%. Voilà pour les buffs des personnages. Vous noterez que la majorité de ces persos vont vouloir se jouer dans des teams de supraconduction stellaire, sauf Mizuki qui, elle, reçoit un buff sorti de nulle part et qui ne concerne absolument pas la mécanique. C'est gratuit. Bon, elle était nulle, donc pourquoi pas, hein. Vous l'avez tous vu, cette version s'amène également avec 2 nouvelles zones, l'une se situant aux abords de Notcry, et l'autre directement sur la Lune. Voilà, ça y est, on est sur HSR, ou dans Star Wars au choix. Du coup, cette lune sera coupée en plusieurs différentes zones, plus ou moins grandes, reliées par des passages, et il n'y aura donc pas de transition smooth comme on peut le voir dans un monde ouvert un peu plus classique. On aura donc la surface de la Lune qui aura une gravité spéciale, qui va donc nous permettre de faire des sauts plus hauts mais plus lents. Une sorte de forêt, jungle, un espace naturel entre autres qui me fait un peu penser à Namek mais en orange. La mer lunaire qui est une zone qui est également soumise à une gravité spéciale mais cette fois-ci avec une sorte d'étendue d'eau dans laquelle on n'a pas l'air de pouvoir nager au vu de leur footage, même plutôt on a l'air de vouloir l'éviter, c'est bizarre. Ensuite on a une sorte de station spatiale dans laquelle on pourrait flotter à l'intérieur et de manière assez limitée aussi à l'extérieur, dans ce qui semble être des couloirs assez délabré. Et enfin, la face cachée de la Lune qui semble être une zone relativement restreinte vu le peu de footage qu'on a dessus, mais qui a l'air plutôt stylé. Par contre, on est totalement dans Star Wars. Toutes ces zones s'accompagnent d'une nouvelle mécanique nommée l'énergie arc lunaire qui permettra de résoudre les énigmes des quêtes ou des coffres. Malheureusement, c'est pas une quête de monde, alors il n'y aura pas de doublage, mais je vous invite quand même à ne pas trop vous renseigner sur la quête pour éviter les potentiels spoils. Ensuite, pour ce qui est des événements de cette version, on aura le Sunny Summer Fontania, l'event principal de Fontaine, qui est une sorte de simili-event d'été dans lequel on va devoir explorer les fonds marins, dans le but de combattre et capturer des créatures. On semble avoir aussi un système de gestion d'inventaire qui se fait sous forme de puzzle, c'est assez sympa, pourquoi pas. Vous pourrez mettre vos captures dans des aquariums, vous pourrez également jouer aux vendeurs, en proposant à la vente des potentiels items que vous aurez ramenés de sous la mer. On peut voir des assiettes, des bouteilles, des engrenages et autres. Le gameplay de vente a l'air malheureusement un peu limité dans le sens où on a surtout l'air d'attendre que les personnages viennent et prennent ce qu'ils veulent, mais bon, pourquoi pas. On a aussi un event où on a l'air de jouer au sniper qui semble privilégier les tirs très longue portée et nous donner des points en conséquence. Bon, ça a l'air fun, mais sans plus. On aura aussi un event de danse en coop, donc l'event un peu en rythme qu'on a déjà eu par le passé où il fallait appuyer sur son clavier en rythme avec les PNJ tout en étant sous la forme d'un saurien. Enfin, on aura aussi un event où les récompenses de la ligne énergétique seront doublées comme d'habitude et quelques ajouts des musiques dans le répertoire aux 1000 mélodies. On aura également de nouveaux skins, donc Charlotte qui nous fera un RP Sherlock Holmes et je trouve le rendu très beau. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'on est habitué à voir l'ancienne version ou quoi, mais je trouve même que sa coupe de cheveux lui va beaucoup mieux comme ça. On aurait également un skin de Citlali en sorte de pyjama avec ses chaussettes hautes et ses pantoufles. En tant que personne qui adore Citlali, je dois avouer que c'est pas exactement le genre de skin que j'attendais, mais après tout pourquoi pas, le rendu reste quand même pas mal et je le prendrai définitivement.
Le skin de Charlotte sera gratuit et celui de Citlali sera disponible durant la version 6.7 au prix de 1350 cristaux primaires avant de repasser à 1680 durant les prochaines versions. Enfin, Hoyoverse semble revenir avec un quality of life, enfin j'ai envie de dire, et pas des moindres en plus puisqu'il nous propose de skip des dialogues de manière plus rapide. En gros, lors de certains dialogues, une action spécifique est déclenchée par les PNJ, ça peut être une marche d'un point A à un point B, un levier, une réaction, une grimace, qu'importe. Et bien désormais on pourra skip ces dialogues de la même façon que les précédents. Bon certes ça vaut pas un bouton skip mais on avance. Pour vous donner un exemple que j'ai vécu récemment, en voulant débloquer un point de téléportation à Atlan, et j'étais pressé en plus, je me suis retrouvé nez à nez embrigadé dans un dialogue avec un PNJ qui racontait sa vie. Et à la fin de ce dialogue, celui-ci marchait de la gauche de l'écran où il était, jusqu'à la sortie par la droite, et on ne pouvait pas skip cette scène. Bon maintenant on pourra. Maintenant qu'on a vu tout ça, bon, la grosse bombe du livestream, hormis la lune évidemment, c'est le trailer pour SNES Naya. Alors, quoi en penser? Beaucoup de choses à dire. Déjà, on a l'air de nous présenter une zone plutôt hostile quand même, avec ces éclairs qui avaient l'air de tomber sur le Traveler. Je sais pas si c'est quelque chose à la Inazuma, ou si c'est quelque chose d'environnemental, ou si c'est juste un ennemi qui a cet effet, j'espère pas, parce qu'en vrai, cette atmosphère plutôt hostile, c'est vraiment quelque chose que j'attends de la région. On sera entouré d'antagonistes normalement, et c'est comme ça qu'on nous vend la région, alors je veux qu'on le ressente. On a aussi l'air de visiter une forêt enchantée, pourquoi pas. J'espère que le paysage sera quand même original et qu'on aura quelque chose qui dénote de toutes les forêts qu'on a eues avant. On nous parle d'un projet Stuza qui semble créer des doutes chez certains membres des Fatui. Est-ce qu'on va devoir l'arrêter aux côtés de Tartaglia? Si c'est le cas, je m'attends pas à ce qu'il meure. Après tout, on est dans Genshin, quoique pourquoi pas. Mais si c'est comme ça que ça se passe, vu l'ampleur probable du projet, j'aimerais bien qu'il y ait des répercussions. Ensuite, on a une séquence un peu FPS. Bon, bah je suis pas fan de ce style de jeu, vraiment pas, mais j'espère que c'est pas une mécanique importante et récurrente dans l'histoire. À la rigueur, pourquoi pas, si c'est un passage isolé dans l'histoire, mais bon. Après, c'est sûr que ça nous changera d'habitude, ça rendra les quêtes plus dynamiques au moins. Même si je suis pas fan de cette partie spécifiquement, je suis plutôt content qu'il considère d'autres styles de gameplay, à voir s'il compte intégrer ça dans des mécaniques liées à l'open world notamment, pourquoi pas. Enfin, on voit le skin de Pulcinella, malheureusement il n'a pas l'air assez bien fait pour que ce soit un personnage jouable, au moins à l'heure actuelle, à voir s'il le retravaille plus tard. Par contre, il paraît vraiment plus grand que ce que je pensais, donc on parle quand même d'un personnage qui devrait être plus petit que Colombina, ça m'a un peu surpris. Voilà, bon, un bon live stream globalement, hein. On a eu des news, des QOL, de nouvelles zones, s'ils pouvaient tous au moins être de cet acabit, ce serait pas mal. Je note quand même le manque d'événements, donc seulement 3 pour 6 semaines de patch, c'est relativement court, mais bon, ça fait quand même plusieurs mois que c'est comme ça. Je compte évidemment pas le bonus x2 sur les lignes énergétiques, tout le monde n'en profite pas et n'en a pas besoin. On sent aussi de plus en plus ce que voulaient dire les devs lors du livestream 6.6, quand ils disaient j'ai fait un test et je me disais c'est encore Genshin, point d'interrogation. Je les prenais pas trop au sérieux ce jour-là, tant je m'attendais à des choses un peu mineures, mais force est de constater qu'entre la lune et ce que nous apporte SNES Naya, il n'était pas tant en tort que ça. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé du livestream, de corriger les informations que j'ai données au besoin. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, nous on se retrouve en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.